Bonjour Cindy. Bonjour Mélissa. Alors déjà, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouvel épisode de ma chaîne Rencontre et Énergie pour parler de ton parcours, de qui tu es. On va aussi parler d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, le lâcher-prise. Et ensuite, on verra avec l'hiver qui approche comment on peut renforcer son énergie. Donc déjà, merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de t'accueillir pour ce deuxième épisode. Avec plaisir et merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir kinésiologue? Alors oui, j'ai commencé mes études, j'ai fait des études en fait d'énergétique chinoise qui m'a passionnée. J'ai vraiment découvert le lien entre les émotions et le corps physique que je n'avais pas avant cette formation. Donc super passionnée de ça, j'ouvre mon cabinet en 2016 et puis je me retrouve confrontée à moi-même où je suis avec des gens, je suis une grande timide, donc parler avec une personne, c'est compliqué. Dès qu'elle a une émotion, j'ai envie de pleurer avec elle. Si jamais elle me parle de la colère, je me rends compte que chez moi, la colère, c'est pas OK. Bref, je me rends compte qu'il me manque des clés pour accompagner cette personne parce que je ne me connais pas. À ce moment-là, la kinésiologie rentre dans ma vie, donc j'ai pas du tout confiance en moi. Je fais cette formation, je comprends beaucoup de choses sur moi, sur comment je fonctionne. Et du coup, je deviens kinésiologue et c'est vachement mieux pour accompagner les gens aujourd'hui. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la kinésiologie, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer simplement? Simplement, je dirais que c'est une pratique qui utilise le test musculaire pour identifier des déséquilibres, des blocages, que ce soit énergétique, émotionnel ou physique. À quoi ça ressemble une séance concrètement? Comment ça se passe du début à la fin? Alors, ça commence toujours par un petit entretien où on va discuter les grandes lignes de sa vie et surtout pourquoi il vient nous voir. Et puis ensuite, via le test musculaire, on va faire des corrections, par exemple les points d'acupressure. Ça peut être une correction qu'on utilise. Et ensuite, on va aller chercher à quel moment ce comportement ou cette douleur, à quel moment la personne en fait a mis en place ça et surtout pourquoi, pour comprendre et pouvoir arrêter de fonctionner de la même manière encore aujourd'hui. Est-ce que tu as un exemple marquant du coup d'une personne pour qui la kinésiologie ça a vraiment changé sa vie? J'en ai plusieurs, mais le plus marquant pour moi, ça reste mon exemple, moi. Avant la kinésiologie, j'étais une petite fille en fait. Je me comportais, j'avais pourtant 27 ans quand j'ai découvert la kinésiologie, mais j'étais une petite fille timide, je l'ai dit, hypersensible. Parler à quelqu'un, j'étais rouge, j'étais en panique. Grâce à la kinésiologie, j'ai pas changé, je suis toujours timide, mais ma timidité n'a pas disparu, mais je suis une adulte qui aujourd'hui se sert de cette timidité, c'est-à-dire qu'elle ne me contrôle plus. Avant, vraiment, j'en dormais pas la nuit, quoi. Quand je devais justement avoir un client au cabinet, c'était compliqué, comment je vais faire, comment je vais lui parler. Et là, maintenant, j'y pense plus. D'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, on fait une vidéo. Voilà, ça m'a vraiment appris qui j'étais et surtout à devenir actrice de ma vie. Avant, j'étais plutôt figurante dans ma vie et je me croyais pas capable, que je faisais tout à l'envers, pas aimable. Et puis, en fait, j'ai compris que non, c'était juste des croyances que j'avais sur moi. Et donc, je suis devenue une adulte. Certaines personnes pensent qu'avec la kinésiologie, on doit forcément revivre ces traumatismes, que c'est trop émotionnel, voire que ça peut être douloureux psychologiquement. Qu'est-ce que tu aimerais répondre à ces personnes-là? Aller voir ce qui s'est passé dans notre enfance n'est pas toujours agréable. Ça veut pas dire que c'est traumatique. C'est pas toujours une douleur extrême. C'est pas forcément agréable, mais c'est pas toujours une douleur. Et ensuite, il faut faire la différence entre douleur et souffrance. Les gens ont peur de la douleur, mais parce qu'en fait, ils la connaissent pas. La plupart du temps, pour avancer dans la vie, justement quand on a mal, on met un espèce de pansement là-dessus, un pansement licorne pour ne pas voir cette douleur. Au final, on l'enfouit et on avance dans la vie avec une douleur cachée qui devient une souffrance, comme un boulet à notre cheville. On s'habitue à cette souffrance et du coup, enlever le pansement, ça fait peur. Sauf qu'on oublie que la douleur, elle est instantanée, elle s'en va. Je me cogne, j'ai mal et puis ça disparaît. Et justement, en ne voulant pas aller voir, je m'habitue à cette souffrance et c'est plus de la peur du coup. On a peur d'avoir mal, mais en réalité, on a déjà mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va consulter. Est-ce que tout le monde peut faire une séance de kinésio ou bien est-ce qu'il y a des limites ou des contre-indications? Non, il n'y a pas de limite, pas de contre-indication. Tout le monde peut faire une séance de kinésiologie.
Et ce que je trouve génial, c'est qu'elle s'adapte justement à la personne. Si c'est quelqu'un qui veut juste être plus détendu, ben, on va travailler là-dessus. Si c'est quelqu'un qui veut aller chercher réellement le cœur de son oignon, c'est sa problématique en fait. Oui. Je lui dis que c'est un oignon et que chaque séance est une pelure d'oignon. Mais quelqu'un qui veut aller chercher le cœur de sa problématique, bah, on va y aller aussi, quoi. On va vraiment s'adapter à la personne. Ok. Même pour les femmes enceintes, du coup, il n'y a pas de... Non, c'est ok, ça marche aussi, ouais. Qu'est-ce que les gens découvrent sur eux-mêmes grâce à la kinésiologie et qui les surprend? Qui ils sont, tout simplement. Grâce à la kinésiologie, on découvre qui on est, on découvre si on a des fonctionnements qui sont vraiment de nous ou s'ils sont issus de nos croyances, de ce qu'on nous a appris. Je peux grandir et croire que je suis maladroite, alors qu'en fait, c'est pas moi, je suis pas maladroite, c'est ce que je crois de moi. Et donc réellement, en fait, ce qui les surprend, c'est de se rencontrer, en fait. C'est une vraie connaissance de soi. Ok. Tu es aussi impliquée dans une école de kinésiologie. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Et à quoi ressemble la formation pour devenir kinésiologue? Alors oui, en devenant kinésiologue, j'ai été passionnée par cette pratique. Et du coup, j'ai continué et j'ai fait une formation de formateur. Donc, du coup, je suis devenue prof de kinésiologie à l'IECA, l'Institut européen de kinésiologie. Formidable aventure de devenir formatrice, c'est un autre métier, mais c'est tout aussi passionnant. Et puis avec mon amie et collègue Aurélie Plantade, on a ouvert 2 écoles donc de l'IECA, une à Limoges et une à Montauban. Voilà. Et puis comment se déroule une formation? Enfin, la formation, c'est sur 2 ans. Pendant ces 2 ans, il y a 25 cours qui sont étalés un par mois à peu près. Ces cours se composent du vendredi, samedi, dimanche, donc c'est à peu près 3 jours par mois. Comme ça, les gens peuvent continuer à travailler à côté, du moins au début. Dans cette formation, il y a 600 heures de présentiel. Et ensuite, on demande 600 heures de travail à la maison. Dans ces 600 heures de travail à la maison, il y a évidemment la pratique. C'est évident, on pratique en cours. En cours, on a de la théorie et de la pratique. Mais évidemment qu'il faut continuer à la pratiquer à la maison. Donc, on demande de la pratique. On demande la réalisation d'un mémoire. Évidemment, on est accompagné là-dessus. Et d'un mémoire qui nous ressemble en plus. On ne demande pas un mémoire universitaire. C'est vraiment quelque chose qui nous ressemble. Et on demande aussi d'être suivi par un kinésiologue. Parce que ça nous paraît évident que pour faire de la kinésiologie sur les gens, il faut aimer déjà en faire pour soi. Et puis, on demande aux gens d'aller voir ce qui fait mal, ce qui n'est pas agréable. Donc, il faut être capable et aimer d'ailleurs le faire sur soi. Tout à fait. Voilà, en gros, la formation. Et ensuite, les rentrées, du coup, c'est tous les ans? C'est tous les ans, en septembre. Ok. Oui, c'est ça. D'accord. On a en fait une promo chaque année. Ok. La première année passe en deuxième année et on prend une nouvelle promo. Merci pour toutes ces explications. Ça permet de mieux comprendre ton parcours et ta pratique. Et j'aimerais maintenant qu'on rentre dans un sujet qui revient beaucoup en ce moment, c'est le lâcher-prise. C'est un mot qu'on entend souvent, mais qui dans la vie de tous les jours n'est pas si simple à mettre en pratique. Alors pourquoi, selon toi, c'est si difficile aujourd'hui de lâcher prise dans notre quotidien? Je pense que c'est si difficile parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire que lâcher prise. Déjà, on ne nous l'a pas appris. Mais réellement, je pense qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. On pense que lâcher prise, c'est arrêter de penser à une situation, l'oublier ou ne plus y penser, arrêter de ruminer cette situation. En réalité, le lâcher prise, c'est surtout lâcher l'émotion qui est rattachée à cette situation. Parce qu'on s'interdit de vivre telle ou telle émotion, parce qu'on nous a dit que c'était pas bien, je m'interdis de lâcher cette émotion qui pourtant vient à chaque fois que je vis cette situation. Et du coup, tant que j'ai pas lâché mon émotion, je ne peux pas avoir un regard différent et lâcher prise sur justement cette situation-là. Comment la kinésiologie elle peut aider à relâcher les tensions et le mental? Justement, en identifiant l'émotion qui est bloquée. Ok. Lorsque je suis tendue ou lorsque je rumine, que je suis tout le temps en train de penser à la même chose, que je lâche pas prise, en fait, c'est une émotion qui est bloquée et qui tourne à l'intérieur de nous-mêmes. Et la kinésiologie peut nous aider à l'identifier. D'accord. Et elle va aussi identifier depuis quand elle est là et depuis quand je fais tel ou tel schéma répétitif. Ok. Qui du coup finit par tendre mon corps. Et sans cesse, je rumine cette pensée-là. Quand quelqu'un arrive en séance et te dit par exemple « je n'arrive pas à lâcher prise », par où tu commences et comment tu abordes ça? Déjà, évidemment, on met le contexte.
sur de quoi tu n'arrives pas à lâcher prise. On en discute. Et puis après, on continue la séance et c'est encore une fois une histoire d'émotion. On va aller chercher quelle émotion, pourquoi elle n'arrive pas à lâcher prise. Quelle émotion elle a figée, qu'est-ce qu'elle continue à reproduire et pourquoi c'est si difficile de la lâcher, cette émotion. Est-ce que tu observes des blocages communs ou des freins qui reviennent souvent quand on essaie de lâcher prise? Oui, des croyances sur les émotions. Okay. On croit qu'une émotion, genre la joie, l'émotion de la joie, on l'aime bien. Ouais. Et l'émotion de la colère ou de la tristesse, personne ne l'aime. Oui, c'est négatif. C'est négatif, c'est dangereux, la colère, etc. Et en fait, c'est ces croyances-là qui font que, y a des émotions acceptables et d'autres pas. Sauf que j'arrive pas à lâcher prise sur une situation qui me met en colère parce que justement, je n'exprime pas cette colère. Parce qu'on m'a dit que c'était pas bien. On m'a dit que la tristesse, c'était pas bien. J'ai pas le droit d'être triste parce que ça veut dire être faible. Et donc, je retiens la tristesse et je la vis pas. Tant que je ne vis pas mon émotion, je peux pas passer à autre chose, en fait. Je suis coincée à toujours ressasser cette même situation parce que j'ai cette émotion qui est bloquée. Et donc, ce qui revient tout le temps, c'est qu'en fait, les gens ne connaissent pas les émotions. Ils ne les connaissent pas, ils ne les identifient pas. Ils ne les même... Ils n'arrivent pas à les accueillir. Même à les repérer. D'accord. C'est quoi votre émotion? Qu'est-ce que vous ressentez? Je sais pas, de la colère, de la peur, de la tristesse. Ils mélangent. C'est-à-dire que réellement, on nous a pas appris à les connaître, à les identifier, à les accepter et à les autoriser encore moins, et alors à les vivre, ils ne savent pas. Super, ils ont compris, ouais d'accord, j'ai compris, il faut que j'exprime la colère, mais comment je fais? Comment je fais? Et donc non, on va pas casser la tête du collègue, on va pas crier sur le collègue, on exprime une émotion avec soi. Mais on a tellement passé de temps à la retenir qu'on a l'impression que ça va sortir, que ça va exploser. Ouais. Mais en fait, plus on retient, plus on a cette sensation-là. C'est vraiment, le chemin, c'est 1, identifier l'émotion, 2, l'accepter, et 3, la vivre. Et découvrir comment, toi, tu vas vivre la colère d'une certaine manière, ce qui sera pas la même que la mienne. Et donc voilà, la kinésiologie accompagne à l'expression de cette émotion pour justement pouvoir passer à autre chose. Donc le lâcher prise, d'après ce que tu m'as dit, c'est que forcément il y a un blocage au niveau des émotions derrière. Oui, tant que je lâche pas cette émotion, je ne pourrai pas lâcher prise sur telle ou telle situation. Après une séance, quel changement immédiat ou ressenti les personnes elles décrivent le plus souvent? Soulagement, un point en moins, de la compréhension aussi. C'est en fait j'ai compris quelque chose. Je sais pas trop comment ça va se manifester, mais j'ai compris un truc. Et souvent une émotion. Okay. Si je me suis interdite la tristesse, je vais ressortir de la séance triste. Je vais vivre cette émotion-là. Ça va passer, hein. Oui. Mais oui, c'est ça. Okay. Soulagement, point en moins, compréhension et vraiment ressentir des émotions. S'autoriser ce qu'on s'était pas autorisé jusqu'à maintenant. Ouais. Si tu devais donner une astuce simple que tout le monde peut appliquer dès ce soir pour mieux lâcher prise, ça serait laquelle? Ce serait revenir à ses émotions. On tourne en rond, mais vraiment c'est la base, quoi. C'est la base qu'on nous apprend pas. Identifie ton émotion et exprime-la. C'est simple que ça. Le soir se dire j'ai ressenti quoi comme émotion aujourd'hui Par exemple, et de trouver une façon d'essayer, parce que souvent c'est ça, mais je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait pour exprimer la tristesse, par exemple. Essaye des trucs, essaye, et tu verras si ça soulage ou pas. D'une personne à une autre, c'est des solutions différentes. Exactement. Okay. Exactement, et c'est pour ça qu'on ne donne pas en kinésiologie la solution. Parce qu'il n'y a pas la solution, elle n'existe pas la solution. C'est chacun a sa propre solution. Le kinésiologue, il est là pour accompagner cette découverte de ma solution pour exprimer mon émotion. Est-ce que lâcher prise, pour toi, ça veut dire oublier le problème ou plutôt apprendre à le regarder autrement? Apprendre à le regarder autrement. C'est évident, si j'oublie le problème, en fait, je mets un pansement, un joli petit pansement pour pas le voir, mais ça guérit pas ma blessure, en fait. Donc, s'il y a un problème, il faut au contraire le regarder en face, voir ce que ça me provoque, aller chercher chez moi, qu'est-ce que ça éveille, et tout simplement aller désamorcer ça, en fait. Pour toi, en quoi la kinésiologie, elle est différente d'autres pratiques quand il s'agit d'accompagner dans le lâcher-prise? Elle est différente parce qu'elle s'adapte à chaque personne en fonction de qui j'ai en face. Quelqu'un qui vient avec la même problématique du lâcher-prise, on ne travaillera pas sur la même chose. Okay. Il y a vraiment une adaptation à la personne. Chaque personne est unique
Et donc, la façon d'aborder le lâcher-prise le sera aussi. Ce sera pas forcément la même émotion, par exemple, qui ressortira. Elle est différente aussi parce que c'est une technique globale. Et donc, oui, le lâcher-prise, il va jouer et sur le mental, on va ruminer, et énergétiquement, on va être à plat. Et à force de ruminer, en fait, le corps, il va être tendu. Donc, ça va aussi jouer sur le physique. C'est intéressant de voir que la kinésiologie elle rend unique ce travail de lâcher-prise. Et justement, dans ton accompagnement, tu ne t'arrêtes pas seulement à la kinésiologie. Tu proposes aussi un outil que tous les kinésiologues n'utilisent pas, les fleurs de Bach. Donc, j'aimerais qu'on en parle. J'aimerais savoir, du coup, comment tu les combines à la kinésiologie. Alors, on les utilise pendant la séance et on peut même les utiliser après. Pendant la séance, en fait, c'est une vraie aide à la prise de conscience de la personne qu'elle se comporte d'une certaine manière et que ça ne l'aide pas pour atteindre son objectif. On a un petit texte qui est lié à chaque fleur de Bach qu'on fait lire pour qu'elle prenne conscience qu'en fait, c'est comme ça qu'elle voit la vie et c'est comme ça qu'elle réagit en fait à sa vie. Et très souvent, en lisant ce texte, elle se dit « Ouh là là, oui, c'est tout à fait moi, c'est tout à fait moi. » quoi. Et donc voilà, c'est une vraie aide à la prise de conscience sur ce qu'il faut changer. Et tu les utilises toi aussi à ton cabinet ? Oui. Ok, oui, d'accord. Au cabinet, je les utilise et je les utilise même personnellement à la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est les fleurs de Bach ? À quoi ça sert ? Les fleurs de Bach, en fait, c'est des préparations à base de fleurs sauvages qui ont été créées en 1930 par le docteur Edouard Bach. Et elles servent tout simplement à équilibrer sur le plan émotionnel. Elles me permettent de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Selon toi, quelles sont les 2 ou 3 fleurs de Bach les plus utiles pour renforcer son énergie en hiver ? En kinésiologie, on utilise les fleurs de Bach vraiment par rapport à la problématique de la personne. Elle vient nous voir pour quelque chose et on va tester quelles fleurs vont lui faire du bien pour justement équilibrer son état émotionnel et du coup son énergie. Mais effectivement, en hiver, on est quand même tous un peu plus à plat. On a un peu plus besoin d'énergie. Donc, je conseillerais, mais encore une fois, vraiment l'idéal, c'est de tester en fait en séance la fleur qui nous correspond exactement. C'est-à-dire que celle qui va me booster moi, ce ne sera pas la même que celle qui va te booster toi. D'accord. Mais si on généralise, on va avoir gentiane, orbine, donc la 17, la 12, gorse, la 13 et olive, la 23, qui vont nous donner un peu d'énergie, qui vont nous donner un peu plus d'énergie pour nous... tout simplement pour qu'on se sente mieux en hiver et que du coup notre système immunitaire fonctionne bien par rapport au virus. Soit équilibré. Comment du coup elles accompagnent une personne, les fleurs de Bach, dans la durée après une séance ? C'est un soutien. C'est un soutien émotionnel, ça vient vraiment équilibrer nos émotions. Et puis, à chaque fois qu'elles prennent leurs fleurs de Bach à la maison, ça les ramène à ce qu'elles ont compris en séance. Donc non seulement c'est un soutien émotionnel, mais c'est aussi une aide à continuer ce travail-là qui a été entamé en séance, cette prise de conscience, elle continue aussi à la maison grâce aux fleurs de Bach. Ça permet de faire durer la séance. Ouais, les effets, en fait, la compréhension de la séance, elle continue aussi grâce aux fleurs de Bach. Et au niveau du temps, est-ce que tu as une moyenne peut-être Combien de temps faut les prendre ? Ouais. Alors en séance, on les teste. On teste ça. Encore une fois, la personne, elle est unique. Oui. Du coup, on s'adapte à ça. C'est le test qui nous dit combien de temps elle en a besoin. Maintenant, quand j'en prends par exemple moi, je passe une période où c'est un peu difficile, où j'en donne à mes enfants, je vais par exemple partir sur 3 semaines. 3 gouttes le matin, 3 gouttes le soir. D'accord. 3 semaines, ça fait un peu 21 jours. C'est le temps qu'une habitude s'ancre. Ouais. Okay. Est-ce qu'on peut les utiliser seules ou est-ce qu'il vaut mieux être guidé ? Elles sont disponibles en fait partout avec un petit livret. Donc on sait à peu près à quoi ça sert. Et il existe même des complexes qui sont déjà créés pour telle ou telle chose. Par exemple pour l'anxiété, on va avoir un petit complexe qui est déjà créé. C'est bien, ça aide. Maintenant, tant qu'on ne va pas chercher la cause de pourquoi je suis dans cet état, ça reviendra sous une autre forme, mais ça reviendra. Donc l'idéal, c'est évidemment d'être accompagné dans le sens où, on va chercher pourquoi tu te retrouves dans cet état, pourquoi tu vis ça. Et 2, on trouve la fleur de Bach qui va soutenir ton état émotionnel pour sortir de ça.
Quand tu proposes un mélange personnalisé à une personne, comment tu le choisis? Qu'est-ce qui va guider ton choix? Le test musculaire. En séance, c'est le test musculaire qui nous dit vraiment quelle fleur choisir. Après, on a quand même un accompagnement hors séance, c'est-à-dire que les gens y viennent, on fait la séance, et puis on est là entre les séances. Donc on a un accompagnement aussi, pas à la maison, on n'est pas avec eux, mais ils peuvent nous appeler. Et donc par exemple, ils vivent quelque chose, c'est difficile, ils nous appellent, on peut les diriger vers telle ou telle fleur, ils sont pas obligés de les prendre, mais on peut peut-être les diriger là-dessus, parce qu'on a quand même des connaissances sur les effets de la fleur de bac. Okay. Donc c'est les connaissances qui nous indiquent quelle fleur choisir, mais surtout en séance, c'est le test musculaire. En fait, on est sûr de ne pas se tromper, parce qu'on le teste, et que c'est du coup le corps de la personne qui sait ce qu'il y a de mieux pour elle, de toute façon. Concrètement, ça se prend comment du coup, et combien de temps? Combien de temps? Donc ça dépend de la personne. Et comment? Sous la langue. En fait, on fait un petit flacon avec de l'eau, on met quelques gouttes de plusieurs fleurs, en fonction de ce qu'on a testé. Oui. Et ensuite, la personne repart avec son flacon. Soit on le teste, et puis c'est pas une obligation. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est une aide en plus qui existe. Autant la prendre. Donc, par exemple, le matin et le soir, l'idéal, c'est sur la table de nuit. Enfin, dès qu'on se lève, hop, on prend une petite goutte, et le soir, hop, on y pense aussi. C'est le plus simple. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent les huiles essentielles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup la différence avec les fleurs de bac? Elles travaillent pas sur la même chose. D'accord. Les fleurs de bac travaillent vraiment sur le plan émotionnel et énergétique, alors que les huiles essentielles travaillent vraiment sur le plan physique. Elles ont vraiment des actifs chimiques qui vont travailler vraiment sur le corps physique. D'accord. C'est passionnant de voir comment les fleurs de bac peuvent compléter la kinésiologie et aider à retrouver de l'énergie. Mais ton accompagnement, il ne concerne pas seulement les adultes, tu reçois aussi des enfants. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de parents, alors on va en parler. Est-ce que la kinésiologie, elle est adaptée aux enfants? Et si oui, à partir de quel âge? Oui, bien sûr. Elle est adaptée aux enfants. Je dirais qu'il n'y a pas d'âge. Ok. On peut les amener des bébés. Puis jusqu'à l'âge adulte, il n'y a pas d'âge pour la connaissance de soi. C'est-à-dire que plus on le connaît tôt, qui on est, comment on fonctionne, plus on s'accepte tel qu'on est, moins évidemment on aura de croyances qui nous limitent dans notre vie future. Et puis, c'est vrai qu'avec les enfants, il y a une période qui est particulièrement stressante, c'est l'école, pour eux en tout cas. Avec toutes les difficultés scolaires, la pression que l'école met, les maîtresses, les parents, et la pression qu'ils ont eux-mêmes aussi sur la réussite, la comparaison aussi avec les copains et les copines. Justement, c'est le moment aussi où on s'ouvre socialement avec les copains et les copines, où on peut se faire rejeter. Donc tout ça, c'est quand même une étape pour eux où ils apprennent plein de choses. Et la kinésiologie peut vraiment les aider à traverser cette étape avec de la confiance. Quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent avec les enfants? Difficultés scolaires. Les parents nous les amènent souvent pour les difficultés scolaires. Tous les 10, dysorthographie, dyscalculie, dyslexique, etc. On en a pas mal en cabinet. Beaucoup d'enfants ont des problèmes de confiance en eux. Ils n'osent pas dire non, ils n'osent pas lever la main, ils n'osent pas parler. Et beaucoup de problèmes d'insomnie aussi. Ça, c'est ce que j'ai en cabinet. Oui, ce que tu vois le plus souvent. Tout plein de problématiques, mais voilà, le plus souvent dans mon cabinet, c'est ça. Si tu devrais expliquer la kinésiologie à un enfant, comment tu lui expliquerais du coup simplement Je lui dirais que son corps est un super ordinateur qui enregistre tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu. Et que tellement il enregistre de choses cet ordinateur, il peut pas se souvenir de tout. Et donc il oublie des fois, il sait pas pourquoi il a peur, pourquoi il n'y arrive pas, pourquoi c'est difficile pour lui. Il sait pas vraiment pourquoi il vit certaines choses, ils savent pas, des fois ils ont peur et ils savent pas pourquoi ils ont peur de ça. Et qu'en fait le kinésiologue, justement, il est là pour parler avec son corps, pour qu'il puisse parler lui avec son corps, s'écouter et tout simplement se connaître de mieux en mieux et pouvoir trouver ses propres solutions pour aller mieux. Okay. L'idée, c'est vraiment, de la kinésiologie, un adulte ou un enfant, de redonner le pouvoir à la personne de son propre choix dans sa vie et non pas de subir sa vie. Et donc pour un enfant, c'est pareil. D'accord. Concrètement, comment ça se passe une séance avec un enfant? Pareil qu'avec un adulte. Okay. C'est la même chose, à part qu'on emploie des mots différents. Évidemment, on va adapter notre vocabulaire en fonction de leur âge, en fonction de leur maturité aussi. Et puis, on est quand même beaucoup plus dans le mouvement.
On va faire des mouvements physiques qu'on appelle du brain gym. On est aussi dans le jeu. On va faire passer les messages dans le jeu, évidemment parce que leur concentration elle est tout simplement plus petite qu'un adulte. Mais sinon, c'est la même manière de faire la séance quand même. Est-ce que les parents ils assistent toujours à la séance ou pas forcément? Ça dépend de l'âge, bien sûr. De 0 à 3 ans, en général, le parent reste. Plus tôt le parent peut sortir, mieux c'est. Ouais. Toujours, c'est l'accord de l'enfant. Jamais on ne fait sortir un parent si l'enfant n'est pas d'accord. Mais évidemment, c'est mieux si le parent est dehors parce que l'enfant a peut-être c'est pas des barrières, mais il va pas oser dire telle ou telle chose devant le parent, tout simplement parce qu'il veut pas décevoir, parce qu'il veut être aimé. Par exemple, j'ai eu des enfants qui étaient turbulents à l'école, on les a emmenés pour ça. Et puis les parents étaient sortis, et en fait, ce qu'on comprend, cet enfant me dit, mais c'est comme ça depuis que ma petite sœur est née. Parce qu'en fait, il est pas en colère. Les copains, ça va à l'école, c'est pas ça le problème. C'est qu'il est en colère contre sa petite sœur. Il la déteste. En tout cas, il croit la détester parce que, à cause d'elle, il a plus maman et papa autant. Mais ça, il peut pas le dire à maman et papa parce que maman et papa, évidemment, qu'ils lui disent, mais ta petite sœur, elle est mignonne, regarde, il faut s'en occuper, elle est petite, elle est fragile. Donc, il a pas le droit. C'est pas que ses parents lui interdisent, hein. Mais en tout cas, lui, ce qu'il entend, c'est ah ben oui, ma petite sœur, c'est la petite merveille. Il faut que j'y fasse attention. J'ai donc pas le droit, moi, de dire que je suis en colère contre elle. Donc, ça se répercute sur les copains. Et donc, typiquement, si la maman était restée, il l'aurait pas dit. Oui. Donc, évidemment, c'est mieux quand il n'y a pas le parent. Et puis, toujours, c'est l'enfant qui décide à la fin de la séance si on dit aux parents, sauf évidemment s'il y a danger, bien sûr. Mais c'est l'enfant qui décide de j'ai envie d'en parler à papa et maman, ou c'est toi qui en parles, ou non, j'en parle pas. Okay. Et ça, on laisse vraiment le choix à l'enfant, et le parent doit aussi jouer le jeu et respecter ça. C'est vraiment sa séance. Oui. Souvent, il nous amène les enfants pour une raison, et puis l'enfant ne veut pas travailler sur ça, en fait, il veut travailler sur autre chose, et donc c'est la séance de l'enfant. Très souvent, les parents oublient de considérer l'enfant comme un être humain qui a le droit de dire non ou qui a le droit de savoir où il va. Très souvent, le Pichou, il a 1 an et demi. Ok, vous lui avez dit qu'il vient faire la séance? Ben non, pas la peine. Ben si, en fait. Parce que même s'il va pas vous répondre, 1 an, il va pas me dire s'il veut venir ou pas. Mais en fait, juste qu'il entende quand même cette information. Oui. C'est important. Et puis laisser le choix au plus grand, c'est hyper important. S'il veut pas venir, il vient pas. Sinon, ça sert à rien, il travaillera pas. Oui, il va bloquer. Et oui, il dira rien. Ouais. Et il a raison, il a pas envie d'être là. Donc l'idée, c'est vraiment que bien sûr, on doit prévenir les enfants et ils doivent être d'accord. Si tu devais donner un conseil simple aux parents à aider les enfants dans ses émotions au quotidien, ce serait lequel? Ce serait d'être juste une oreille, ce qui est très difficile pour un parent. D'être juste une écoute, pas de conseils, pas de suggestions, pas d'idées, pas de ça va aller mon chéri. Oh là là, ne pleure pas, c'est rien. En fait, c'est juste une oreille. Les enfants ont juste besoin d'écoute. Ce qui va fonctionner, c'est que nous, parents, on travaille sur nous. Un enfant apprend seulement par mimétisme. Et donc, s'ils voient maman ou papa gérer leurs émotions, gérer leurs conflits, gérer ce qui leur arrive d'une certaine manière, j'ai beau leur dire de ne pas faire ça, eux, ils font ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit, en fait. Donc, comment aider mon enfant au mieux? Être juste une oreille, sans conseil, et aller bosser sur moi. Montrer l'exemple, en fait, tout simplement. Okay. Ce qui n'est pas si simple que ça. Et est-ce que les fleurs de bac, on peut les utiliser pour les enfants? Oui. Oui, bien sûr, on les utilise aussi pour les enfants. Ils adorent ça, ils ont leur petit flacon, ils sont même concentrés. J'ai des enfants qui font carrément des tableaux où ils cochent à chaque fois qu'ils prennent les fleurs de bac. Le matin, c'est checké, l'après-midi, c'est checké. Bon, voilà, ils s'investissent en fait dans leur séance. Ils savent que ça leur fait du bien et donc ça appuie sur l'effet encore plus. Donc oui, bien sûr, on peut leur donner. Selon toi, quelle est la plus grande peur ou croyance des parents sur la kinésiologie et qu'est-ce que tu aimerais leur répondre? Je pense que c'est la méconnaissance du métier de kinésiologue. Je pense que les parents, la plupart des gens ne savent pas c'est quoi la kinésiologie, comment ça fonctionne. Et donc par peur, on n'y va pas. Déjà, je pense qu'il faut bien comprendre que la kinésiologie se base que sur des faits scientifiques et que tout ce qui est ésotérique n'est pas de la kinésiologie.
Et ensuite, je dirais aux parents d'aller, eux, tester la kinésiologie sur eux, expérimenter en fait. Voyez ce que ça vous fait, voyez les résultats sur vous. Et à ce moment-là, soit amenez vos enfants, soit en fait eux-mêmes, ils verront que maman et papa, ils font autrement. Ah, ça a l'air sympa, ils ont l'air mieux, mais moi aussi, je veux aller mieux. Et du coup, l'enfant décidera de venir. Pour les enfants qui sont des nourrissons, comment, je pense que la séance elle est différente de ce que tu peux faire habituellement. Comment ça se passe? En fait, alors évidemment que on parle surtout avec le parent. On va parler de la naissance, de ce qui se passe, de la problématique. Après, évidemment, on ne va pas tester de la même manière un bébé qu'un enfant ou qu'un adulte. Le parent reste et on va discuter avec le parent de ce qui lui arrive. On va en fait tester l'enfant via le parent. On a un outil pour faire ça. Mais ce qui est important dans une séance avec le nourrisson, c'est qu'on parle au nourrisson. Okay. Bien souvent, le parent, c'est lui qui nous explique ce qui lui arrive ou ce qui s'est passé pendant sa naissance. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, le nourrisson, même s'il ne comprend peut-être pas, il n'identifie pas mes mots, mais il comprend très bien ce qu'on veut lui dire, la façon dont on lui dit. Et donc, ça peut paraître un peu bizarre pour le parent parce que réellement, on parle au nourrisson comme s'il nous comprenait. On lui parle comme un adulte, en fait. Okay. Évidemment, on adapte nos mots, mais on lui parle réellement à lui. On écoute le parent et c'est à l'enfant qu'on parle. Mais sinon, globalement, c'est la même chose. Ok. Fleur de bac, on fait le même procédé, c'est juste qu'on s'adapte évidemment au bébé et le parent est là. Et il faut d'ailleurs souvent prendre en compte aussi l'émotion du parent. Parce que quand on fait au bébé, le bébé a enregistré des choses, par exemple à sa naissance, que le parent n'a pas du tout voulu faire passer comme info. Il n'a pas du tout voulu ça. Mais c'est indépendant de lui, en fait. Et donc, du coup, lui aussi, c'est difficile de se dire « Ah mince, mais c'est à cause de moi ». Et donc, non, surtout pas. C'est pas à cause de vous. C'est ce que lui a enregistré. Ça veut pas dire que c'est ce que vous avez fait. C'est sa vérité et pas la réalité. Et donc, voilà, c'est assez intéressant de jongler comme ça. De prendre en compte l'émotion du parent et à la fois parler au bébé. Merci pour toutes ces informations sur la kinésiologie et les enfants. Je pense que ça a vraiment parlé à beaucoup de parents. Et pour terminer cet échange, comme dans chaque épisode, je laisse un petit espace à mon invité pour cette fois-ci qui me pose des questions sur la gestion des réseaux sociaux. Alors du coup, je t'écoute. Oui, alors du coup, quel est l'intérêt pour un thérapeute ou un praticien de médecine douce d'être sur les réseaux sociaux ? Aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux pour un thérapeute ou un kinésiologue, c'est pas juste se montrer ou faire de la pub. C'est vraiment pour créer du lien. En fait, les gens, ils ont besoin de ressentir une confiance et une connexion avant même de prendre rendez-vous. Et c'est aussi une belle manière de rendre la médecine douce plus accessible, en expliquant simplement ce que l'on fait et en montrant son approche, tout en restant soi-même. Et comment, en étant présente sur les réseaux sociaux, je peux finalement me montrer professionnelle tout en restant authentique? Alors, c'est une très bonne question et il y a beaucoup de thérapeutes justement ou kinésiologues, professionnels de la médecine douce qui recherchent cet équilibre. Pour moi, tu peux garder ton image professionnelle tout en restant authentique, en montrant ta personnalité à travers ta manière d'expliquer les choses, dans ton ton, ta communication, mais sans trop en dévoiler de ta vie perso. L'idée, c'est vraiment que les gens ils ressentent ton énergie et ta sincérité, mais tout en voyant que tu restes dans ton cadre de thérapeute. Oui, finalement, comme on est en cabinet, quoi. C'est ça. Tu es quand même toi-même, mais tu vas pas aller raconter, je sais pas, par exemple, les tracas de ton quotidien. Il y en a qui le font, qui veulent être plus proches, mais si tu veux vraiment garder cette image professionnelle, d'être toi-même quand même, mais de rester dans le côté cadre du thérapeute ou du kinésiologue en fonction de ta pratique. Ok. Voilà. Super. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette interview et pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On a parlé kinésiologie, lâcher prise, fleur de bac, l'énergie et aussi des enfants. Donc c'était vraiment riche. Avant de conclure, j'aimerais t'expliquer un petit concept que je mets en place dans Rencontre et Énergie. L'idée, c'est que chaque invité, il laisse un petit mot, une phrase bienveillante, inspirante, que je garde pour transmettre au prochain invité. Et comme lors du premier épisode, j'avais reçu Laetitia et Jennifer, j'ai donc 2 phrases à te transmettre. Alors tiens, je te laisse découvrir. Tu as 2 phrases. Ok.
je te laisse les découvrir et les lire. Et après, si tu veux dire un mot ou parler sur cette phrase, tu es libre de faire ce que tu veux. Bien sûr. Donc la première phrase, c'est « Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres ». Et je suis tout à fait d'accord avec ça. On ne peut pas aider les autres, on ne peut pas accompagner les autres si soi-même on ne s'est pas accompagné. Souvent, en cours, on dit cette phrase: comment tu veux aider les gens à monter leur montagne si toi-même, tu n'as pas monté la tienne et t'es pas redescendu? C'est impossible. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Ça m'a fait penser justement à tout à l'heure, le fait de, voilà, à l'école, que vous fassiez de la pratique et justement de dire il faut aller faire des séances de kinésio pour pouvoir ensuite aider aussi les autres à travers leur blocage. C'est ça. Ça paraît évident de déconstruire nos croyances nous-mêmes pour être neutres et que eux puissent le faire à leur rythme et celles qu'ils ont envie. Mais si moi j'ai pas déconstruit les miennes, je peux pas accompagner quelqu'un dans la déconstruction. Et donc chaque pensée est une graine, choisis celle que tu veux voir pousser. Bah oui, c'est logique. Fais attention à tes pensées parce qu'effectivement elles te conduisent à tes croyances et du coup ce que tu crois de toi, bah ensuite tu le mets dans la matière, quoi. Tu le fais vivre. Donc oui, bien sûr, fais attention à tes pensées et tes croyances. Super. Ben, merci. Génial. Ben, merci encore pour ce beau moment et merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Et merci Cindy. Merci Mélissa, c'est un chouette concept. Merci beaucoup. Merci.